Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules, merci de votre fidélité ensemble jusqu'au bord de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment, ça se passe aussi sur Espace TV. Vous nous écoutez partout à Kindia, sur Kania Zik, plusieurs mois, évidemment, s'offrent à vous pour intervenir en direct dans notre émission, mesdames et messieurs. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Comment on se porte notre pays en ce jour? Nous sommes très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe. Bienvenue, Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue Madame Yoro, bonjour. Merci, bonjour Lamine. Bonjour Abakadelo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, drame entre Mamou et Parana, 18 morts quand même, mon cher Didier. On m'apprenait ce matin que le bilan s'est alourdi à 19, c'est à vérifier. Il y a quand même à constater que d'abord on s'incline pieusement devant la mémoire de nos compatriotes qui ont péri dans cet accident. Oui. C'est le énième accident d'une telle gravité dans notre pays depuis 8 ans maintenant. Je ne veux pas dire ici que les accidents se sont plus produits sous Alpha Condé que par le passé, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même, je n'ai pas dit cela, presse, je n'ai pas dit qu'il y a eu plus d'accidents sous Alpha Condé que par le passé. Les grandes gueules. J'ai commencé par le préciser parce que il a écarquillé les yeux, mais je dis que j'ai eu l'impression qu'il y a un relâchement extraordinaire dans tout le dispositif de contrôle, à la fois technique, mais aussi de contrôle sur toute la ligne, en ce qui concerne le transport et les mesures qui doivent être observées dans le cadre de la circulation des engins roulants dans notre pays. J'ai l'impression que l'État a complètement démissionné de ses responsabilités par rapport à ce qui doit être, par rapport aux mesures qui doivent s'imposer en matière de circulation, de contrôle technique. De contrôle technique, vous en parliez hier. Oui. Il n'y a plus de société de contrôle technique depuis très longtemps. Oui. Toutes les tentatives pour relancer ce contrôle technique ont fini en eau de boudin. Le monopole a été cassé. Le président de la République a pris un décret pour ouvrir ce secteur, pour l'ouvrir à la concurrence, mais depuis, aucune société n'a pu s'installer. Il est à espérer que Socotac puisse commencer ses activités en début d'année. Oui. Sur l'accident entre Farana et Mamou, selon les informations qui ont été distillées dans la presse, ce n'est pas lié à une défense technique, mais c'est plutôt, je peux dire que c'est un accident d'origine humaine, parce que c'est le gros camion apparemment donc, qui est entré en collision avec un minibus, un gros camion chargé de marchandises, qui est entré en collision avec un minibus, donc à bord duquel il y avait des Guinéens, donc sur place 17 morts, et on apprend qu'un autre est décédé plus tard. C'est quand même triste. Il est à se demander dans quelles conditions tous ces véhicules qui circulent à l'échelle du pays, dans quelles conditions ces camions, ces gros porteurs prennent la route, dépassent tous ces checkpoints que vous connaissez, et pour se retrouver dans de telles situations. Moi, je pense que c'est quand même regrettable ce qui s'est passé. On s'incline à nouveau devant la mémoire de nos compatriotes. Mais je voulais relever un fait. Je n'ai pas suivi le journal de la RTG, je vous le dis honnêtement, mais beaucoup de personnes m'interpellaient ce matin que la RTG n'en a même pas fait cas. 18 compatriotes qui ont été arrachés à notre affection, qui ont été tués dans cet accident, dans ce drame, et que notre télévision publique n'en fasse pas du tout cas, ignore superbement ce drame. C'est extrêmement grave. Et qu'elle nous serve autre chose, de la mamaya politique, d'autres, des activités qui... Mais dans notre pays, la vie humaine, la vie du Guinée, c'est banalisé, Lamine. Mais c'est quand même, on a touché là le fond. Que notre télévision publique, la télévision d'État, ne veuille même pas mentionner, même faire une brève sur ce drame qui s'est produit hier à 13h,
Parce que le journal, quand même, c'est à 20h. Et dans l'après-midi, la rédaction est à pied d'œuvre pour fabriquer le journal et que l'ARTG, peut-être qu'il n'était même pas au courant. C'est possible. C'est grave. Ouais. Allez-y, Moussa. Mais ils ont quand même fait cas de démarrage du tournoi corporatif du Wassolo en fin de journal. Les grandes gueules. Alors, moi, ce que je veux dire pour enfoncer un peu le clou, c'est que c'est invivable, c'est inconcevable. Quand je suis tombé sur l'une des images sur mon profil, je n'ai pas pu regarder 2 fois parce que ce sont des images insoutenables. Comment vous voyez la chair humaine enchevêtrée avec ces tas de ferrailles, vous vous mettez à la place de ces personnes, vous vous dites, ben, écoutez, quelques jours en arrière, et elles étaient en vie, ces personnes, ben voilà dans quelles conditions elles finissent. Et ce qui me cœur de plus, c'est que lorsque vous mourrez par accident, c'est que Dieu vous a arraché à la vie. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas du tout de questions. On n'essaye même pas de savoir qu'est-ce qui a été à l'origine de la mort de ces personnes. C'est par spéculation qu'on essaye de trouver quelques raisons, mais il n'y a pas d'enquête. Pourtant, une mort par accident peut être d'origine humaine, comme on le dit. Ouais, même lorsque c'est une défaillance technique. Ouais. Même lorsque c'est une défaillance technique, elle est d'origine humaine. Parce qu'il a fallu que quelqu'un, quelque part, refuse de jouer son rôle, de faire contrôler le véhicule, d'aller voir le mécano, de contrôler l'huile, de contrôler le frein, de contrôler le pneu et tout ça. Donc, c'est toujours un humain qui est à l'origine de ce genre de drame. Donc, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on ne fait pas d'enquête lorsque des gens meurent dans des cas d'accident. Pourquoi? C'est pareil pour moi que quelqu'un, un fou, un cerveleux qui prend une arme et qui vient la pointer sur vous et qui vous tire une balle. Autant vous menez une enquête sur ce genre de scène, autant pour les accidents de la circulation, il va falloir mener des enquêtes. C'est pourquoi des chauffeurs, lorsque ce genre de drame se produit, ils prennent leurs jambes à l'écou, ils disparaissent. Donc très souvent, on dit, ben, à la Baratongo, donc on a l'eau à la main. Donc c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Quand on enquête là-dessus, je pense que des raisons peuvent être trouvées et puis ça peut permettre à sensibiliser les autres vivants à faire plus attention les prochaines fois. Et l'autre chose, c'est qu'au niveau du ministère de la Sécurité, Babacar Sarr, j'apprends qu'il a été mis à l'écart de sa fonction. Je ne sais pas qui en a mis exactement à sa place, mais bon... Son ancien adjoint qui était déjà allé muter du côté de Mamou et donc il revient. Vous savez qu'il avait même été accusé à un moment donné d'avoir orchestré un embouteillage lorsque le président Alpha Condé raccompagnait Fort Gnassingbé. Par la suite, ça a été vérifié que ce n'était pas vrai. Je souhaiterais quand même que... C'est pas un débat de personne. Non, je ne parle pas de... C'est important. Ce qui se passe là, il y a quand même 18 familles endeuillées. Presque plus, peut-être même plus. Lamine, il y a une structure. C'est juste grave. Il y a une structure qui a pour rôle, effectivement, de veiller à cela. On ne peut pas quand même faire de cette structure n'importe quelle structure. C'est cette structure qui doit lutter pour que ces cas d'accident on puisse quand même les réduire parce que... Ça n'existe que de nom, mais il faut faire quelque chose parce qu'il y a un budget qui est décaissé pour cela. Je suis d'accord, parfaitement d'accord avec toi. Ils sont partout sur la route, mais si on ne le fait pas, c'est pas bien. Et ensuite, ils devraient inscrire dans leur budget parce que c'est la prévention, les sensibilisations. On fait du tape à l'œil pour des cas liés aux embouteillages et tout cela. On peut faire de la sensibilisation en mettant des images qui frappent la conscience des conducteurs des automobilistes, en mettant, bien sûr, en masquant les visages des personnes décédées, mais en mettant ces voitures qui sont complètement broyées par l'effet des accidents. Mais le problème, en fait, c'est l'effet que ça peut faire, Moussa. Attendez, il y a 2 ans, vous avez couvert un accident, un drame qui se produit du côté d'Anta, mais passez par là-bas aujourd'hui, les femmes là sont assises comme si rien n'était. Il n'y a aucun panneau, il y a juste aucun panneau sur cette transversale qui prouve que c'est une zone dangereuse et que les gros porteurs ne doivent pas passer. D'ailleurs, de mes propres yeux, il y a de cela une semaine, la nuit, j'ai vu, et il y avait un témoin heureusement à côté, j'ai vu un gros porteur qui les grandes gueules d'arpenter cette colline, parce que je vais le dire ainsi, mais un gros porteur. Au milieu de la colline, le camion a freiné, parce qu'il fallait que le chauffeur repasse la vitesse la plus forte pour essayer d'aborder la colline. Mais derrière, il fallait voir toute la panique qui a été créée. Mais je sais comment est-ce que j'ai conduit ce jour. Les grandes gueules. C'est pas normal. Du tout. Donc, quand on met ce genre de mesures qui derrière il n'y a pas de contrôle, c'est pas normal. Le ministère de la Sécurité
faites faire des panneaux. Mettez sur ces panneaux des images qui frappent la conscience. Faites dans la sensibilisation. Mais c'est prévu normalement. Oui, mais c'est prévu. Dans le cadre de la réhabilitation des voiries urbaines de Conakry, le ministre, moi j'ai pris langue avec le ministre Naïté qui m'a dit que ça va être fait. Non mais écoutez, quand même il faut le dire. Ce qui est en vue, c'est pas mauvais de dire ce qui est en vue. Je suis d'accord. En attendant bien entendu que ça se produise, que ça se réalise. Moi, j'attends, j'aime le concret, j'aime le palpable. Je suis pragmatique. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Moussa Moïse. Il faut faire parler nos routes. Mais tout le temps, c'est comme ça. À chaque fois, on sort de l'argent. Il y a un budget qui a été voté par rapport. Parce que ces campagnes-là, à un moment donné, je me souviens bien, ça a été même donné à une UNG faire des campagnes sur la route. Allez-y, Jacques Lewalinov, c'est juste incroyable. Allez-y, Moussa. Jacques, pardon. Oui, bon, moi, je pense qu'en plus de tout ce qui a été dit, le contrôle technique, puisque ce n'est pas seulement les problèmes techniques qui sont à l'origine des accidents, il faut désormais aller bien au-delà. Je crois qu'il faut obliger, n'est-ce pas, nos chauffeurs, parce qu'il faut le dire clairement, la plupart des conducteurs de gros porteurs apprennent auprès de leur maître. Justement. C'est-à-dire, il y a un chauffeur qui conduit un gros porteur, il se fait accompagner par un petit qui reste avec lui durant quelques mois et puis qui finit par prendre le volant. Je me demande quels sont les moyens aujourd'hui pour contrôler du faux, du vrai. Je parle des permis de conduire, entre autres. Ça devient très compliqué. Donc, finalement, le même parmi nous ici, il y a certains qui n'ont pas de permis. Oui, oui. Les grandes gueules. C'est possible. Mais qui conduisent quand même. Je vous parle des gros porteurs, parce que ça... Oui. Les grandes gueules. Allez-y, Jacques Lewalinov. Non, vous ne l'avez pas ici. Allez-y, ça doit être au bureau. Oui, ça doit être au bureau. Les grandes gueules. Donc, c'est grave. Je disais donc pour les gros porteurs, je crois que la plupart apprennent à conduire de cette façon. Oui. Je crois qu'il faut veiller à l'avenir que ce genre de pratique soit freiné. Maintenant, il faut aussi s'appuyer sur les routes qui ne parlent pas, surtout les nationales. Je crois il y a un projet pour les voiries urbaines, mais je crois qu'il faut aller au-delà. Quand vous voyez la nationale Conakry-Kissoudou, vous verrez qu'il y a beaucoup de virages, mais vous ne savez même pas à quel moment vous entrez dans un virage. C'est vrai. Je crois que tout doit être prévu pour quand même... les limitations de vitesse, comment est-ce qu'il faut s'arranger avec son accélérateur, où est-ce qu'il faut accélérer sans problème, ou est-ce qu'il faut ralentir. Je crois que tous ces genres de communication doivent être amplifiés au bénéfice, n'est-ce pas, de ceux qui prennent, n'est-ce pas, ces voies. Sinon, je crois qu'on va continuer à pleurer, n'est-ce pas, nos morts. La dernière fois, le porte-parole du gouvernement en a parlé. Il a parlé des accidents, je crois. C'était un nombre élevé. Il y a une ONG qui a fait aussi une communication qui s'était accentuée sur les accidents d'origine, qui sont orchestrés par des motards. Mais je crois encore une fois, quand un minibus comme celui-là provoque un accident, c'est un drame, comme celui de Dubreka. Bien, allez-y, Madame Hiro. Alors, selon les informations que nous avons eues, c'est une collision entre le minibus et un gros porteur qui serait vraiment dans le virage alors que l'autre venait en sens inverse à une vive allure. Mais je pense que, vous l'avez dit ici, pour trouver des solutions à ces problèmes, il faut que nos routes puissent parler. Il faut faire parler nos routes, qu'il y ait par exemple des plaques au niveau des routes pour indiquer par exemple une sortie de virage, pour indiquer qu'il faut aller à droite ou à gauche, mais on n'en a pas dans ce pays. Vous vous lancez sur la route, il n'y a rien pour vous contrôler, la différence avec les autres. Ailleurs, quand vous roulez à une certaine allure, on peut même vous flasher, il y a des caméras, il y a des plaques, il y a des choses qui vous mettent en garde, qui vous alertent tout de suite. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Il y a des panneaux de signalisation. Il faudrait que cela soit fait chez nous si on veut vraiment... Parce que l'être humain par nature, s'il n'est pas contrôlé, il peut se laisser aller à des comment on appelle, il peut exagérer certaines situations. S'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a personne qui nous dise, par exemple, il faut ralentir, il faut faire ceci, il faut faire cela, les gens feront comme ils l'entendent. Et vous le savez, n'importe qui peut s'offrir un permis en Guinée, n'importe qui peut prendre une voiture dans un pays où il n'y a pas de contrôle technique. S'il y a, par exemple, des défaillances dans la voiture, on ne le sait pas. Et si quelqu'un, par exemple, qui n'a pas une parfaite maîtrise, se met dans la voiture avec des vies humaines à l'intérieur, comme on le voit ici le plus souvent, on peut voir même des gens dans des coffres de voitures ici. Et je me dis que, par exemple, quand il y a des accidents,
au lieu que les gens ne fassent de la vindicte populaire, parce que le plus souvent, si vous le remarquez, quand il y a des accidents dans certains endroits, c'est des citoyens qui s'en prennent au véhicule, qui le brûlent, qui s'en prennent aux chauffeurs, ce qui fait que le plus souvent, il y a certaines personnes, quand ils font des accidents, ils prennent la poudre d'escampette pour sauver leur vie, pour éviter d'être brûlés vifs. Quand même, leurs engins, le plus souvent, ils les perdent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour pallier à tout ça? Par exemple, quand il y a un accident, il faut essayer de mettre la main sur l'auteur de l'accident, pas forcément pour faire du mal, mais il faut faire des enquêtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu accident? Est-ce qu'il n'y avait pas... La voiture était dans des conditions normales? Est-ce que la voiture est passée au garage pour vérifier ceci ou cela? Pour que les gens puissent rendre des comptes quand il y a des situations comme ça. Ça peut donner des leçons à d'autres personnes qui vont à vive allure, qui tuent des personnes comme cela. Mais si l'État ne joue pas son rôle, par exemple en faisant parler les routes, aucune sensibilisation, les citoyens vont se laisser aller. On se dit que quand il y a un accident, c'est de la fatalité, c'est Dieu qui a voulu, on s'en remet au bon Dieu et les gens vont continuer à mourir. Malheureusement, voilà, paix à l'âme évidemment de ces Guinéens tombés hier. Allez, Titi, on part à l'Assemblée nationale, vous nous parlez du procès du 28 septembre 2009. Oui, avec un coup de rabot extrêmement important qui a été passé dans le budget alloué, en tout cas le budget prévisionnel pour l'organisation du procès du massacre du 28 septembre. Vous vous rappelez que le lieu a été choisi pour abriter ce procès qui se fait désirer toujours. C'est l'ex-cinéma Liberté au pont 8 novembre. Donc pas de problème sur le lieu. Grande gueule. Pour le moment, on se réserve de fixer une date parce qu'on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas les moyens à sa disposition. Et les moyens, il faut la contribution, bien entendu, de nos partenaires, mais il faut que l'État supporte la plus grosse partie du budget. Le budget, en gros, c'est un peu plus de 118 milliards de francs guinéens qui a été adopté par une commission qui a travaillé là-dessus. Sur les 78 milliards et quelques, les partenaires apportent les 18 milliards et quelques, et il revenait à notre pays d'apporter donc 60 milliards. 60 milliards, c'est ce qui est la part contributive de la Guinée à ce budget. Sauf que on se rend compte à l'Assemblée nationale, après, à l'occasion du passage du ministre Cheikh Sako, que ce budget a été raboté de plus de la moitié. Et le ministre Cheikh Sako a expliqué à la représentation nationale que sur les 60 milliards, le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, lui a dit qu'il ne peut pas obtenir ces 60 milliards, qu'il peut lui donner 50 milliards, que l'État, son gouvernement, mettra à sa disposition, en tout cas pour l'organisation de ce procès, 50 milliards. Et lui, à sa grande surprise, lorsqu'il a reçu une copie du projet de loi de loi de finances initiale 2019, il se rend compte que ce budget a été ramené de 50 milliards à 20 milliards. Dites-moi, où est la volonté politique, Lamine? Mais avec un tel rétrécissement du budget, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller rapidement à l'organisation de ce procès? Il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique et on n'est pas dans l'option de mettre tout en place, de mettre tout en œuvre pour aller à l'organisation de ce procès. Encore une fois, c'est vraiment c'est un mauvais signal qu'on envoie à la communauté internationale, au monde entier qui nous regarde et qui attend que la Guinée fasse quand même la preuve, administre la preuve qu'elle est à mesure d'organiser ce procès. Moi, je pense que ce qu'on peut tirer comme leçon, c'est que ce procès, c'est vraiment le cadet des soucis de nos autorités. Autrement, je pense qu'on pouvait vraiment mettre ce petit budget à la disposition. Moi, je pense qu'on n'avait même pas besoin de raboter de 10 milliards. Parce que, autrement, vous allez demander à Cheikh Sako de se débrouiller pour trouver les 10 milliards pour faire 60 milliards. Mais à sa grande surprise, de 60 milliards, on va lui tendre 20 milliards. Pauvre Cheikh Sako, qu'est-ce qu'il va en faire? mais où est-ce qu'il va trouver le complément? Tout ça ne crédibilise pas notre pays. Tout ça démontre à plus d'un titre que notre pays n'a pas de volonté, n'affiche pas de volonté politique pour aller à ce procès. Je ne crois pas, moi personnellement, je ne crois plus à la tenue de ce procès. Autrement dit, dites-moi comment est-ce que on va se débrouiller pour finalement réunir tout ce montant. Il y a un gap de 40 milliards à combler
si tant est, nos partenaires venaient donc à matérialiser leurs intentions, leurs promesses. Donc où est-ce que vous allez trouver les 40 milliards? Les victimes et leurs proches de ce drame n'ont que leurs yeux pour pleurer. La Guinée, le gouvernement guinéen vient d'administrer la preuve qu'il n'est pas donc dans l'optique d'organiser, d'aller à ce procès. Moi qui avais beaucoup apprécié les coupes budgétaires effectuées au niveau de certains départements pour être rajoutées à d'autres départements beaucoup plus importants, nécessiteux, j'aurais espéré quand même que parmi ces départements figure celui du ministère de la Justice, parce que c'est aujourd'hui l'éléphant à la jambe cassée de notre République. Donc, et que j'apprenne que le budget même prévu pour la tenue de ce procès, c'est un procès quand même, faut-il le rappeler, historique. Il s'agit d'un crime de sang qui a été commis et qui dépasse tout entendement. Et que j'apprenne que ce budget n'est pas du tout donné, ça veut tout dire. Ça veut dire simplement que les partenaires qui s'étaient engagés à donner l'autre partie du budget ne vont plus le faire, puisque l'engagement premier de l'État guinéen n'est pas respecté. Oui. Voilà, parce que c'est en contrepartie qu'ils interviennent. Mais s'ils savent déjà que même la moitié du montant n'est pas obtenu par l'État qui entend organiser ce procès pour son image d'abord, pour sa propre crédibilité, eh bien pourquoi les partenaires se presseraient à intervenir, à mettre l'argent des contribuables de leur pays? Parce que c'est pas de l'argent venant des poches de ces présidents, ce sont ces citoyens européens ou je sais pas moi, de l'Occident qui contribuent pour pouvoir nous aider à tenir ce procès. Mais au-delà de tout, c'est pas pauvre Cheikh Sako, c'est pauvre Guinée. C'est pas un procès de Cheikh Sako, c'est un procès pour la Guinée, pour qu'on puisse dire plus jamais ça. Le fait qu'on fasse des campagnes de sensibilisation pour appeler à la paix, pour demander pardon, je dis bien, les slogans appelant à la paix et les sensibilisations demandant pardon ne peuvent pas mener du tout de quiétude dans un pays. C'est la justice qui amène la quiétude dans un pays. Oui. Et lorsqu'on a une belle occasion comme ça pour amener des gens à répondre de leurs actes face à un crime énorme qui a été commis il y a de cela juste quelques années, parce qu'on veut jouer encore sur la mémoire du peuple en l'ayant à l'usure, mais quand on a une telle occasion et qu'on se refuse d'agir à temps, je pense que c'est lamentable. Et je vous dis, 2007 a été ignoré, 2007 a produit 2008. Faisons attention. Si on ignore le massacre de 2009, plutôt, on risque d'engendrer un autre drame. Et c'est pas normal. C'est seulement la justice qui pourrait mettre fin à tout cela. Et je suis désolé de le dire, mais je me pose la question, mais pourquoi s'est-on empressé d'arrêter Toumba Diakité? Pourquoi? Pourquoi? Il fallait attendre de le laisser en liberté pour quelque temps. Et après, lorsque on se serait engagé à organiser ce procès, qu'on parte le cueillir, parce que de toutes les façons, tout le monde savait où il était, qu'on parte le cueillir après le ramener. Est-ce qu'on pense un peu aux familles des victimes? Est-ce qu'on pense un peu à ces femmes qui sont toujours hantées parce que pour quelqu'un qui échappe à une tentative d'assassinat ou bien qui a un proche qui disparaît de la sorte, mon gars, psychologiquement, tu te portes pas bien. Il y a une partie de toi qui est amputée. Il faudrait qu'on se mette à la place de ces personnes-là. C'est un procès test pour le pays. C'est un procès qui allait permettre aux Guinéens de se faire à l'idée que la justice est en train de repartir sur de nouvelles bases. Je pense à la place de Cheikh Sako que si le budget tient tel qu'il a été dit, ben à sa place j'aurais complètement retourné le budget et je n'aurais pas touché à cela. Voilà. Allez-y, Jacques Léwanino. Pourquoi on n'est pas démissionné? Il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que Cheikh Sako, aujourd'hui, c'est lui qui pleure, mais c'est lui qui a été au devant depuis toujours et qui a fait plusieurs annonces qui n'ont pas été respectées. Qui, à mon avis, bon, c'était des annonces à l'emporte-pièce, parce que qui ne tenait compte de rien. C'est tout dernièrement, on nous apprend qu'il fallait d'abord mettre en place une commission, et cette commission allait réfléchir sur la faisabilité, notamment le choix de l'endroit où le procès va se tenir, et réfléchir sur la date, mais également les moyens. Moi, il y a quand même des informations que je n'ai pas. Je ne soutiens pas Kassory et je ne suis pas aussi dans l'optique d'amener Cheikh Sako à s'affronter à Kassory, mais je voudrais quand même qu'il y ait une communication pour que le peuple tranche, qu'il y ait une communication, que le peuple puisse comprendre qu'est-ce qui coûte 78 milliards. On dit c'est le procès, mais il faut quand même qu'il y ait une communication, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui va coûter ça, qu'est-ce qui va coûter tel montant, qu'est-ce qui va coûter tel autre montant.
Mais on ne peut pas sortir comme ça un montant global pour dire c'est pour organiser le procès. Comment ça va être dépensé? Parce qu'on veut quand même aboutir à un résultat. On veut avoir un procès juste. Jacques, à la décharge du ministère de la Justice, un budget, ça se construit. Oui, ça se construit et ça passe par plusieurs leviers. Je suis d'accord. C'est pas comme ça d'un trait que le budget a été présenté, non. Moïse, ça se construit et il y a des commissions qui travaillent à l'interne. Il y a des échanges. Oui, je sais de quoi je parle. Vous avez des informations sur... Oui, parce que je sais comment ça se passe, les budgets de ce genre se construisent. Oui, donc, mais je ne pense pas que ce soit dû à une sorte de surfacturation. Il y a une volonté politique qui n'existe pas. Je tiens compte d'un élément. Je suis d'accord. Problème de volonté politique, je pense que nous le connaissons, nous le disons tout le temps. Je suis aussi de ces Guinéens qui veulent qu'il y ait un procès tout de suite. Nous le voulons. Et ce procès, nous sommes en train de le tenir, si vous voulez, s'il a lieu, comme on veut le dire, s'il y a une date aujourd'hui ou demain, on a un risque qu'il y ait un procès inachevé. Parce que c'est un procès qu'on est en train d'envisager sans, par exemple, la présence du capitaine Moussa Dadis. Ne l'oubliez pas. C'est un procès qu'on est en train d'envisager sans la présence du général Konaté. Voilà tous ces éléments qu'il faut. Voilà tous ces éléments qu'il faut quand même. Je vous dis la vérité, Jacques. Maintenant, par rapport au budget, parce que moi, je reste sur ma faim de toutes les façons. Je veux bien qu'on donne de l'argent. Mais il faut que le peuple sache comment ça va être dépensé. Ça doit être expliqué. La dernière fois, nous avons eu, je crois que c'était dans les grandes gueules, dans cette même émission, le porte-parole du ministère de la Justice. Moi, je lui avais posé cette question. Il n'a pas été clair sur ces éléments-là. Nous voulons les détails. Est-ce que c'est le bâtiment qui va coûter 20 millions? Est-ce que c'est le traitement des magistrats qui va coûter ça? Pour qu'on aille à 78 milliards. Si c'est compris, même si c'est 200 milliards, il n'y a aucun problème. On peut sortir de l'argent. Je crois que nous avons besoin d'être clarifiés. Parce que moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on est en train de parler de liasses de billets à côté d'une mare de sang. Moi, je veux pas du tout que ce soit la priorité, parce que je sais qu'il veut aller dans la prudence en pensant qu'on veut profiter du procès du 28 septembre pour s'en mettre plein les poches. C'est possible en Guinée, mais je dis, si je prends par expérience la construction des budgets dans notre pays, surtout en ce qui concerne ce genre de budget, je sais que il a tout à fait le droit. Non, il a le droit de le dire. Je sais que ce sont des budgets. Il peut en douter. Je ne lui arrache pas ce doute-là. Cette possibilité de douter. C'est comme si. Mais non, Lamine, je veux dire. T'as entendu quand même les aveux du ministre Sako à l'Assemblée nationale par rapport aux prisons de. Oui, il a dit qu'il s'est fait duper. Oui, il s'est fait duper, oui. Oui, mais Lamine, il s'est fait duper. Il a dit. C'est ce que je dis justement. Ça ne le dédonne pas. Voilà, on a tapé sur lui dans cette émission à cause de cela. Parce qu'il a fait des annonces qu'il n'a pas respectées. Justement. Mais Lamine, on vous parle du massacre de 2009. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas se dédier. C'est quand même, si c'est le ministère le ministère de la Justice qui a construit ce budget, à quoi servent alors ces conseils de ministres? C'est pas devant l'Assemblée qu'on va présenter un budget complètement raboté. Ces ministres se racontent comme de fois par semaine. Quand même. Non, mais ce qui n'honore pas la Guinée, c'est le fait de décider ensemble, parce que le ministre Cheikh Sako a défendu ce dossier en conseil interministériel. Ça a été validé et le budget a été présenté, donc validé, je suppose, et que par la suite, après l'engagement des partenaires, parce que on nous apprend que normalement les États-Unis devraient donner 13 milliards 319 millions et l'Union européenne 4 milliards 513 millions. Mais quand la Guinée s'engage à donner un certain montant et qu'à un moment donné, la Guinée décide de raboter ce montant, moi c'est là l'inquiétude. Quel message on envoie aux partenaires qui se sont aussi engagés, qui ont décidé de donner un certain montant pour aider à la tenue de ce procès? Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est que le procès puisse s'ouvrir. Qu'on pense à toutes ces personnes. On parle de plus de 150 morts, n'est-ce pas? Une centaine de femmes violées. Est-ce qu'on pense un peu à la situation de ces femmes-là, ces femmes qui ont été parfois abandonnées, et de ces familles qui ne savent pas où sont inhumés leurs proches? Le procès devrait permettre d'élucider tout cela, de savoir, parce qu'on nous apprend que, selon les enquêtes, qu'il y aurait des fosses communes quelque part. Seule la procédure, l'ouverture de ce procès devrait permettre de savoir ça. Et je pense que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Oui. Mais je ne sais pas quelle est la portée de l'ouverture de ce procès pour ce gouvernement. Parce que quelle que soit la volonté de Maître Cheikh Sako,
c'est pas lui seul qui va, comme on appelle, conduire ce procès. Il faut une certaine volonté politique derrière. Il faut la volonté de toute une équipe pour que le procès puisse s'ouvrir. Mais je pense qu'avant d'organiser, d'amener les gens à s'engager, parce que amener le ministre Cheikh Sako à animer une conférence de presse et à dire que le procès coûte 78 milliards et quelques, que le gouvernement a décidé de s'engager à telle hauteur, c'est quelque chose qui n'honore pas la Guinée que de sortir par la suite et dire oui qu'on rabote, de 60 on vient à 20 milliards. Pourquoi? Moi je me pose vraiment la question, parce qu'on ne peut pas nous dire par exemple que, parce que nous savons comment les choses se passent dans ce pays, on ne peut pas nous dire que c'est par exemple une façon de faire des coupes budgétaires, comme on l'a dit, Moussa Moïse l'a dit. Il y a des départements vraiment qui ont des départements stratégiques, des départements vers lesquels on devrait allouer plus d'argent avec toutes les recettes que nous faisons. Ce procès, c'est vraiment quelque chose qui devrait engager la Guinée, qui pourrait même mettre un certain sérieux, comme on appelle, ramener l'image de la Guinée à l'échelle internationale sur le plan de la justice. Parce que nous avons vu la Cour pénale internationale défiler ici pour voir comment ça devrait se passer. Le pays s'est engagé à dire que oui, on peut tenir ce procès. Et je pense que ce serait bien qu'on réfléchisse là-dessus, qu'on revienne là-dessus, parce que M. Cheikh Sako a plaidé à ce qu'au moins le budget soit rehaussé à 40 milliards pour permettre d'ouvrir la procédure. Bien, vous êtes chez les GG. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.